Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour le 13e épisode du micro-podcast, aujourd'hui avec Sean de Upside Strength, et on va parler du coup aujourd'hui globalement cardio dans le développement de la force et dans le contexte du powerlifting. Du coup, avant de se lancer dans le vif du sujet, Sean, quand on te voit sur les réseaux sociaux, toi, ce qui transparaît en tant que coach préparateur physique, c'est que tu as vraiment développé une expertise dans tout ce qui est travail cardiovasculaire. Et moi, je suis vraiment intéressé de savoir à ce niveau-là quel est ton background, mais surtout, qu'est-ce qui te passionne autant dans cet univers-là? Parce qu'on voit vraiment que tu es passionné par ça. C'est une bonne question, Florent. Déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et j'espère que tous les auditeurs auront quelque chose à retirer de cette interaction. Du coup, pour ma passion autour de ce genre de travail, ce type de travail, je pensais avoir une bonne compréhension du sujet il y a de ça quelques années en arrière. Et j'avais lu quelques bouquins sur la question. Personnellement, j'avais fait mal de choses aussi. Je faisais du rugby, je courais beaucoup, j'étais très en forme à ce niveau-là. Et je suis tombé sur les travaux d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui bossait dans le CrossFit avant, avec la team Training Think Tank, menée par Max Elhaj notamment, qui bosse avec des gars pour CrossFit, qui bosse avec des gars comme Noah Olson, Travis Mayer, depuis beaucoup d'années maintenant, et qui apportait une vision des filières énergétiques et de tout ce milieu-là qui était nouvelle, en tout cas par rapport au discours habituel du, des trois filières et de la manière dont elles se chevauchent dans le temps et du coup, il faut s'entraîner par rapport à certaines filières. C'était un petit peu ça la manière dont on parlait avant ou de ce que je connaissais. Et ces travaux à Evan m'ont forcé à du coup me poser de meilleures questions et me dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait de manière interne dans le corps humain quand on effectue un effort de type endurance. Hein. C'est clair que le conditionnement, le cardio, ça va être principalement un sujet de conversation dans les sports d'endurance, mais je pense que ça reste une qualité générale très, très intéressante, peu importe la discipline sportive que tu pratiques. Et donc, j'ai commencé à creuser ce sujet-là il y a plus de 2 ans et demi maintenant, et je suis toujours pas ressorti du trou de souris. Donc, je suis allé tout au fond. Et enfin, je sais même pas si j'ai touché le fond encore, mais quoi qu'il arrive, c'est un milieu qui me plaît bien. J'ai du coup au passage découvert vraiment plein de choses. Ce que j'ai essayé de faire et ce que je continue à faire, c'est de simplement partager mes trouvailles en cours de route pour, voilà, si je peux aider un maximum de monde au passage. Ça reste, je pense, le combat d'une vie pour essayer de comprendre un sujet tel que celui-ci. Et je pense que même avec ça, j'en toucherai à peine la surface. Mais je trouve super intéressant d'essayer d'investiguer ces sujets-là, surtout dans un monde qu'on a aujourd'hui où l'information, si on est prêt et on sait comment aller la chercher, elle est très accessible. J'ai la chance d'avoir un podcast moi-même et de pouvoir du coup interviewer beaucoup de spécialistes et de simplement leur poser mes questions pour continuer à avancer dans mon modèle et ma manière de voir les choses. Et donc, pour revenir sur ta question au sujet de comment je me suis formé, c'est beaucoup de travail en autodidacte. J'ai pas de formation à proprement parler dans le milieu. J'ai mon certificat de coaching. Mais au-delà de ça, c'est voilà, simplement beaucoup d'heures passées à écouter des podcasts, à enregistrer des podcasts, à lire des livres, lire des posts sur Instagram, sur Twitter, des vidéos, des présentations sur YouTube, que ce soit de coachs, que ce soit de docteurs, de conférenciers qui sont pour certains à la pointe de leur sujet, sujet qui joue un petit peu dans mon monde aussi. Donc, voilà, je vais chercher l'information là où elle se trouve, peu importe là où elle se trouve, que ce soit des études ou encore une fois, peu importe le médium. J'essaye de faire en sorte de comprendre les choses et au fur et à mesure de mon raisonnement et de mes recherches, bah, ça peut me mener à plein d'endroits différents. Je n'ai pas nécessairement de direction établie. Je continue à suivre, comme tu l'as dit, ma passion, mes intérêts pour essayer de mieux comprendre ce sujet et je l'espère en tout cas retranscrire ces informations de manière pratique, pragmatique et applicable aussi au plus grand nombre. Ok.
Et j'imagine bien que ça, pour toi, de base, ça vient aussi d'un besoin, enfin, du coup, de développer ton expertise là-dedans, et que ça doit aussi être relatif avec le public avec lequel tu as travaillé. Mais est-ce que toi, tu as dès le départ souhaité travailler avec ce public-là, ou est-ce que ça s'est fait un peu je dis, de fil en aiguille, ou comment ça s'est passé? Je dirais que ça s'est fait de manière très organique, en fait, au fur et à mesure de ce que je trouvais et du monde dans lequel je gravitais. Il se trouve maintenant que je travaille avec beaucoup de crossfitters, avec pas mal de personnes dans les sports d'endurance aussi, que ce soit des athlètes ou des coachs, ou simplement des passionnés qui veulent mieux comprendre comment leur corps fonctionne et comment ces choses-là se font. Donc, je dirais que ça s'est fait de manière très organique. C'était jamais un but pour moi de me dire, ah, je veux travailler avec X, Y, Z démographique. C'est vraiment simplement mon intérêt pour le sujet qui a fait que j'ai creusé et ça résonne assez bien avec ces différentes démographiques. Donc, voilà, je me retrouve aujourd'hui à travailler avec ces différents profils, ce qui me va très bien parce que ça me permet de garder beaucoup de variété dans le travail que je fais, un paramètre qui est très, très important pour moi. Je ne peux pas faire la même chose du matin au soir tous les jours. Je ne fonctionne simplement pas comme ça. Et donc, le fait d'avoir différents athlètes, différents intervenants, différentes personnes avec qui je travaille, ça me permet voilà, d'essayer de toujours contextualiser les informations que j'ai par rapport au profil que j'ai en face de moi, en même temps d'essayer de comprendre tous ces principes appliqués à différentes disciplines sportives, à différentes demandes, à différentes contraintes. Et je pense que ça m'aide à avoir une meilleure vue d'ensemble aussi, le fait que je ne sois pas nécessairement coincé dans une niche. Donc, mais après, ça amène peut-être un peu plus de complexité du fait qu'il y a tellement de contextes différents, tellement de contraintes différentes. Mais ça, voilà, ça fait partie du jeu et moi, j'aime bien le challenge. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis là, vraiment à la base, c'est ce sujet-là qui t'a passionné ou c'est par rapport aux athlètes que tu as rencontrés, en fait? Alors, aujourd'hui, c'est les deux, mais dans un premier temps, c'était véritablement simplement ma curiosité pour le sujet. Ok. Ma curiosité qui m'a poussé à aller comprendre comment et combien et quand, etc., à répondre à toutes ces questions fondamentales et ensuite, par la suite, les appliquer à différents athlètes, différents contextes. Aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit, j'ai des athlètes avec qui je travaille, que ce soit en individuel, que ce soit via mes programmes ou mes formations. Et bien sûr, ces interactions me nourrissent aujourd'hui énormément. J'ai commencé avec énormément avec je dirais une bonne compréhension théorique de ces sujets-là, mais j'avais pas nécessairement énormément de pratique. Alors voilà, ça fait bientôt 10 ans que je coach. J'ai travaillé en préparation physique avec différents sports, avec notamment le club de rugby à Nyon, avec l'Académie suisse pendant un certain temps également. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai la chance de bosser avec des crossfitters, avec des coureurs, avec des cyclistes, avec des triathlètes, avec des gars qui font de la voile aussi, parce que du vélo à bras, eh ben, il faut en pousser des watts malgré tout. Et donc, c'est vraiment génial maintenant de pouvoir être immergé et d'être vraiment au cœur de ces différentes disciplines parce que j'apprends aussi énormément. C'est pour certains d'entre eux des sports que je ne connaissais pas bien avant. Je pense qu'on ne se rend jamais compte de la complexité d'un sport avant qu'on commence à travailler dans ce sport, peu importe la vision qu'on en a sans être vraiment immergé dans ce milieu. Donc voilà, ça a commencé au niveau théorique et de par ma curiosité. Et aujourd'hui, ça continue à être ça. Mais il y a une autre part qui est, comme tu l'as dit, l'interaction avec mes athlètes, toutes les personnes avec qui j'ai la chance de travailler, qui me font continuer à peut-être affiner mes questions, poser de meilleures questions. Mais quoi qu'il arrive, continuer ce développement pour aider tout un chacun à faire mieux. Ok, d'accord. Donc, on va pouvoir maintenant se lancer dans le vif du sujet. Et ma première question, elle va être relative à du contenu que tu publies régulièrement. Tu fais beaucoup de contenu sur ce que tu appelles l'endurance fondamentale et la zone 2. Et Mm. du coup, pour les auditeurs, avant de te poser ma question, pour mettre du contexte là-dessus, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu définis le travail d'endurance fondamentale et ce que tu appelles la zone 2? Donc ça, c'est bien que tu l'apportes, Flo, et je pense que c'est
important de comprendre ces termes-là de manière générale et après aussi de comprendre qu'il y a certaines nuances selon le contexte dans lequel on se trouve qui peuvent prêter à confusion. Donc, quand je parle de zone 2 de manière très générale, ce que je veux dire, c'est l'endurance fondamentale. Et quand je dis endurance fondamentale, c'est du travail cyclique à basse intensité. Quand je dis basse intensité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une prédominance parasympathique dans l'activité, donc très peu de génération de stress ou de fatigue au niveau, que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau métabolique. On peut quantifier ces choses-là au niveau physiologique avec des tests de lactatémie, de VO2 et d'autres. C'est d'ailleurs un des intérêts premiers de ce genre de tests pour des athlètes qui en ont le besoin, que ce soit des sports d'endurance, des crossfitters qui veulent travailler là-dessus de manière spécifique. Ce n'est pas nécessairement des tests qui sont intéressants pour tout le monde, ni tout le temps. Mais voilà, l'endurance fondamentale, c'est du travail de basse intensité, dominante parasympathique, une aisance respiratoire dans le sens où tu peux tenir une conversation avec la personne à côté de toi. Si tu es sur un vélo, ben, après ta séance de vélo, tu devrais te sentir mieux que quand tu as commencé. C'est de ce genre de travail qu'on parle quand je parle de zone 2 de manière très générale. Si on parle ensuite de zone 2 dans un contexte très précis comme le cyclisme, par exemple, et tu commences à parler à des personnes de différents niveaux, avec différents volumes d'entraînement, quand tu qui fait 20 heures de vélo, 25 heures de vélo par semaine. La zone 2 a peut-être une définition un petit peu différente, à savoir qu'il y a plein d'experts dans le domaine et ils ne sont pas tous d'accord non plus sur exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour ceux qui parlent un petit peu ou qui ont connaissance de la manière dont ces choses évoluent, si on parle lactatémie et d'une courbe de lactatémie sur un test d'effort, par exemple, certains te diront que la zone 2, c'est juste avant le premier point d'inflexion vers le haut, à savoir qu'à basse intensité, quand tu es dans cet état parasympathique, quand tu as potentiellement cette proportion élevée de graisse que tu vas oxyder en termes de substrat plutôt que d'utiliser des sucres, et que tu vas être en gros dans un état stable au niveau musculaire. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que en gros, à ces intensités-là, le muscle en lui-même, la cellule en elle-même peut subvenir aux besoins énergétiques de l'activité. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on ne voit pas, à ces intensités-là, on voit pas d'élévation du lactate dans le sang. Le lactate, il est généré à tout moment, même au repos. Ici, on utilise des sucres, on catabolise des sucres, on casse des sucres. Le produit de fin de la glycolyse, c'est le pyruvate et le lactate, qui sont c'est presque des molécules qui sont interchangeables, molécules qui, elles, peuvent ensuite être recyclées par nos mitochondries. Donc, et qui va simplement ensuite dans le processus de phosphorisation oxydative. En gros, c'est voilà, le lactate / pyruvate qui va dans la mitochondrie et ensuite qui va rentrer dans ce cycle de Krebs qu'on a tous vu à l'école. Donc, il y a un lien direct entre la glycolyse et ce qui se passe dans les mitochondries au niveau respiration cellulaire, d'où l'intérêt de, à mon avis, penser à ces différentes filières comme étant intégrées et non pas dissociées. Tu ne travailles pas dans un intervalle de 10 secondes, tu ne travailles pas la filière 1 et après, tout d'un coup, tu switches entre 1 et 2. Non, elles sont toutes activées en dessous de 150 millisecondes quand tu commences une activité ou quand tu effectue une contraction musculaire. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je souhaitais mettre là. Mais pour revenir au sujet principal, donc l'endurance fondamentale, c'est quand ton muscle, ta cellule peut subvenir aux besoins énergétiques. Une fois qu'elle ne peut plus toute seule subvenir à ses besoins, c'est là où on voit une élévation du lactate dans le sang, du fait que la mitochondrie ne peut plus gérer ce surplus, si tu veux bien, et du coup, elle va devoir passer le bâton, elle va devoir déléguer au corps, et ensuite, c'est au corps de se débrouiller pour recycler ces produits métaboliques, que ce soit via l'oxydation du lactate dans des muscles non impliqués, que ce soit de rediriger ce lactate comme substrat énergétique vers le cœur. Parce qu'encore une fois, le lactate, c'est rien de plus qu'un intermédiaire énergétique, c'est un demi-sucre. D'accord, c'est vraiment un demi-sucre et il est réutilisé par le corps. Il peut ensuite retourner dans le foie pour être resynthétisé sous forme de glucose. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent avec ce lactate, c'est assez fascinant. Mais en gros, l'endurance fondamentale, c'est quand les muscles peuvent subvenir aux besoins de l'activité. Donc, en gros, c'est très, très facile. Il faut retenir ça. Encore une fois, je souhaite quand même dire que quand on parle de la zone 2 appliquée à des contextes précis comme le cyclisme à plus haut niveau,
ça peut être un petit peu différent parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est peut-être juste après le point de transition du lactate. Des fois, c'est à cheval dessus. Donc, il y a des petites discussions encore sur ces détails-là. Mais ce que moi, je veux dire quand je parle de zone 2 pour une population générale, pour une population non élite dans un sport d'endurance, ça va être ce travail qui est très, très facile, ce travail qui est souvent chiant et ce travail qui est idéalement cyclique également. Et on pourra parler des implications de tout ça. Mais voilà, j'espère que j'ai pu apporter un peu de précision à ce que je veux dire en général par le terme zone 2 et endurance fondamentale. Ok, ok, je pense que ça met une très bonne base pour poser ma question suivante. Et d'ailleurs, en ayant été sensibilisé à du coup ton contenu, moi là, je suis passé entre guillemets en hors saison, tu vois, je me suis mis à Mm. intégrer ce type de travail-là, du coup, à basse intensité, même si j'ai rien de précis pour le mesurer, je l'ai Mm. fait à ma façon. Et du coup, je me posais des questions en fait. Et je me demandais, du coup, ce travail du coup, d'endurance fondamentale, quelle influence il va avoir sur le développement de la force, en fait, de la force max. Et est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, physiologiquement, des interférences? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Et quelle est la balance, s'il y a des interférences, quelle est la balance bénéfice-interférence, en fait? Comment tu l'expliques et comment ça se traduit physiologiquement? Je suis vraiment très intéressé là, d'entendre ton retour là-dessus. C'est des très très bonnes questions que tu te poses. Donc déjà dans un contexte comme le tien et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas compétiteurs dans les sports d'endurance ou dans les sports comme le CrossFit qui peuvent nécessiter quand même un travail focalisé sur le conditionnement de manière assez avancée, je pense que de travailler au ressenti, c'est une très très bonne base. D'être honnête avec soi-même et de se dire quand je fais ces efforts-là, ça reste du 2 à 3 sur 10. Je peux tenir une conversation, je peux respirer par le nez de manière aisée si je le souhaite. Et quand je finis ma séance, je me sens plus frais qu'avant. J'ai peut-être à peine transpiré, mais c'est pas, le but, c'est pas de transpirer. Le but, c'est de bouger, c'est d'être actif et de rester dans cette plage d'intensité extrêmement, extrêmement simple. Donc, je pense pas qu'il y ait de souci à le faire de cette manière-là sans avoir de quantification précise. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est la meilleure alternative. C'est soit tu es all-in et tu peux justifier le coût et le temps que ça va te prendre et tu effectues un test et tu détermines avec précision où tu vas travailler et tu t'engages du coup à refaire des tests périodiquement pour évaluer ses progrès au niveau physiologique, soit comme dans un cas comme le tien, où tu vas certainement bénéficier de 1 à 2 séances par semaine, peut-être plus à certains moments de l'année, mais après, il y a toujours cet équilibre de se dire combien de temps je passe à m'entraîner et où est-ce que je mets mes billes. Hein. On a tous un nombre limité de billes à dépenser chaque semaine. Et à un moment donné, si tu t'entraînes pas pour ton sport, voilà, il n'y a rien qui va remplacer le volume de travail rentable, comme le disait bien Clément Goudin. J'ai eu une petite conversation avec lui hier. Et on parlait justement de ça. Donc, en termes d'interférence, vu que tu as mentionné ça, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes ce qui s'est fait au niveau des différentes études, tu vois une interférence au niveau de la signalisation au niveau moléculaire. Donc, si tu regardes ce qui se passe dans la signalisation qui vont engendrer des adaptations de type cardio, pour faire simple, versus des adaptations qui vont, le signal qui va engendrer des adaptations au niveau du gain de masse musculaire et de force, c'est des choses qui semblent aller l'une à l'encontre de l'autre. Mais une fois que tu regardes l'organisme de manière complète et la personne pour qui elle est, au final, il y a une infime partie de ces interférences qui ressortent, si encore elles ressortent. Et là où elles ressortent le plus, ça va être sur des cas extrêmes où la personne fait 5 séances de force max dans la semaine, plus 5 séances de VO2 max à fond à la mort dans la semaine. Là, c'est clair qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire à fond en même temps. En plus, je veux dire, personne ne s'entraînerait comme ça véritablement, mais ils ont fait les études comme ça pour voir les cas extrêmes. Et ben, là, c'est clair qu'il y a un impact négatif sur le développement de la force et potentiellement dans l'autre sens également, mais du fait que tu fais tout à fond tout le temps et au final, c'est un petit peu logique que ça ne fonctionne pas. Après, le travail de basse intensité, de par mon expérience et de ce que j'ai pu voir, ça a vraiment un impact négligeable, voire complètement nul en termes d'interférence sur le travail de force ou même d'explosivité. C'est vraiment important de le mettre en avant. C'est
pas des qualités qui vont à l'une à l'encontre de l'autre. Bien sûr, si tu prends un powerlifter, que tu commences à lui mettre 5 à 10 heures d'endurance fondamentale dans les dents chaque semaine, il va certainement y laisser des plumes et c'est certainement pas ce qui va l'aider à performer au mieux. Mais en même temps, dans l'autre sens, en termes de, tu as parlé de bénéfices, tu as parlé de bienfaits de ce genre de travail, de par tous les retours que j'ai eus, et ça a du sens au niveau même théorique, ça va être du travail qui va être extrêmement bénéfique, surtout au niveau de la tolérance de volume et d'intensité d'entraînement, de la récupération et de, en gros, rééquilibrer un petit peu l'organisme par rapport à tout le travail qu'on effectue. À savoir que la majorité du travail qui va être fait, et on peut faire un parallèle avec le CrossFit, dans le sens de la force athlétique ou du powerlifting, c'est du travail qui est très demandant au niveau nerveux. Donc, tu vas avoir une grosse dominance sympathique à ce niveau-là. Au niveau autonome, tu vas être très, très axé sympathique, beaucoup de tension musculaire, et pour certaines personnes, de la peine à ressortir, de redescendre de ces états de stress avancé, parce que le corps, il s'en fout que ce soit une barre à 95% de ton PB ou que ce soit une situation stressante au travail ou avec ta famille. Du stress, c'est du stress. Le corps, il répond de la même manière. Est-ce qu'on fait assez d'activités qui vont nous permettre de contrebalancer ces pics d'intensité et de stress qu'on doit imposer au corps pour progresser? Ok, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça fait partie de l'entraînement. C'est pour ça qu'on le fait. Mais est-ce qu'on a la capacité de récupération derrière? Clément parlait très justement de volume rentable quand on avait notre conversation. Est-ce que les 4 ou 5 jours d'entraînement que tu fais, ils sont tous rentables? Ou est-ce que tu arrives le vendredi, tu es déjà cramé, tu as le moral dans les chaussettes parce que tu es trop fatigué, mais tu sais que tu as encore 2 jours à tirer avant de pouvoir te reposer un peu? Est-ce que du coup, ce travail d'endurance fondamentale, même à hauteur d'une heure par semaine, peut-être 2 pour ceux qui en ont vraiment besoin ou à certains moments de l'année, peut t'aider à mieux récupérer, à mieux dormir, à mieux contrebalancer tous ces efforts nerveux et extrêmement intenses que tu dois faire pour ton sport? De par mon expérience, oui. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est très transversal au niveau des disciplines, étant donné que c'est une qualité générale. On a un petit peu oublié la conversation de la PPG, il me semble, ces dernières années. C'est qu'on est dans du tout spécifique, on est à fond sur notre activité, mais on ne pense pas au fait qu'on est, si on veut être compétiteur, on est avant tout des athlètes. Avant d'être un compétiteur dans un sport, il faut que tu sois un athlète, et l'athlète a un développement général qui va être complet, qui va être bien équilibré, surtout au moment de l'année où on n'a pas de pic de forme qui est requis pour notre performance sportive. Et donc, comme tu l'as bien mentionné, tu es en intersaison, tu as un petit peu de temps devant toi, et je dirais que c'est la meilleure opportunité que tu vas avoir dans l'année pour faire un petit peu de ce travail général qui, du coup, n'est pas spécifique, mais le général, on sait que ça va avoir un transfert sur tout le spécifique, étant donné que c'est général. D'où l'intérêt d'effectuer ce travail, que tu sois un powerlifter, que tu sois un crossfitter, que tu sois un combattant en MMA. Toutes des disciplines qui, de prime abord, semblent pas être nécessairement liées à cette endurance fondamentale. Mais encore une fois, de par mon expérience, de manière générale, on manque tous de préparation générale. Et cette zone 2, cette endurance fondamentale, tombe dans cette catégorie-là, d'où les bienfaits que ça peut apporter à tant de personnes. C'est vraiment bien que tu parles de ça, du coup, de l'aspect PPG, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délaissé, surtout en force athlétique aujourd'hui, Mhm. de la spécificité. Et je vais revenir sur ce que tu as mentionné précédemment. Du coup, grossièrement, tu as parlé du bénéfice principal, finalement, qui se manifeste sur la capacité de travail. Mhm. Ça fait un mois et demi que je m'y suis mis, globalement. Et alors, entre mes séances, pour l'instant, je ne vois pas encore un bénéfice notable. Je me doute que ça prend plus de temps que ça, je ne suis pas Mhm. naïf. Mais par contre, en à peine un mois et demi, à raison d'une à deux séances par semaine, là actuellement, tu vois, au sein de ma séance, déjà, entre mes séries, je notifie que je récupère beaucoup mieux. Donc, je peux être plus rentable dans la même unité de Mhm. temps. Et sur des séries, on va dire, plus longues, tu vois, 5-10 reps, je sens que je peux pousser mon effort plus loin. Donc déjà, ça m'a apporté de gros bénéfices. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment tu peux expliquer ça techniquement parlant? Qu'est-ce qui fait que ce travail-là m'apporte ça, ces bénéfices-là?
Je pense qu'il y a une combinaison de beaucoup de facteurs. On a parlé de l'aspect nerveux de ce genre de travail qui est donc à dominance parasympathique. C'est pas mauvais d'être d'un côté ou de l'autre. Par contre, il faut pouvoir en ressortir rapidement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir adapter notre état interne aux demandes et aux contraintes. Mais une fois si on parle d'une situation stressante où on va être dans une dominante sympathique, pour simplifier, hein, il y a beaucoup de choses que j'apporte ou que je mets en avant ici qui sont des modèles. Donc, si ça semble un petit peu simplifié, c'est le cas de manière intentionnelle. Et le but, c'est pas que ce soit exactement parfaitement correct. Dans la réalité, c'est juste que ce soit assez juste pour que ça nous aide à mieux raisonner, à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, quand on a ce stress sur une grosse barre de soulevé de terre, par exemple, eh ben, plus rapidement tu pourras sortir de cet état de stress avancé, plus rapidement tu pourras commencer ta récupération. Et donc ça se passe au niveau nerveux, comme je l'ai mentionné. Ça va se passer au niveau cardiovasculaire également. Donc on a des adaptations qui se font au niveau central, donc par exemple au niveau du cœur, en gros une quantité de sang qui peut être poussée à chaque battement qui va devenir de plus en plus importante avec le temps d'entraînement. Alors ça prend bien sûr du temps. Un autre facteur intéressant, ça va être le volume sanguin qui va augmenter aussi via ce genre de travail. Et donc, qui dit plus de sang, dit plus de précharge dans le ventricule droite, dit plus de sang qui arrive du coup dans ton ventricule gauche. Et on connaît l'effet un petit peu Alors, pour les powerlifters, ça va vous parler. Si tu fais un squat normal ou si tu fais un squat posé en bas, c'est pas du tout le même effort. Ouais. D'accord? Parce que tu as ce rebond élastique, entre guillemets, qui t'aide à ressortir sur un squat dynamique sans pause. Pense au cœur de la même manière. Le sang qui arrive dans le ventricule gauche, avant d'être éjecté, il va étirer, si on veut bien, ce ventricule gauche. Et c'est ça, en grande partie, qui va faire que sur la contraction derrière, eh ben, tu peux l'éjecter plus fort. Plus tu as de sang qui arrive, et plus tu vas pouvoir l'éjecter fort, c'est un petit peu le rebond. Le ventricule gauche, c'est un peu le trampoline. Et plus tu as de sang qui arrive à la fois, et plus tu vas pouvoir le pousser fort. Et donc, si on a une augmentation déjà de la capacité de ce ventricule gauche, et bien sûr, ça, c'est des adaptations qui prennent du temps, ça ne se fait pas en 2 semaines, mais également une augmentation du volume sanguin, et ben, si tu as plus de sang qui pousse dans le ventricule gauche, tu en auras plus qui ressort également. Donc, tu as un système cardiovasculaire tout d'un coup qui est plus efficient et qui peut pousser plus de sang par battement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit une réduction de la fréquence cardiaque au repos dans les personnes qui font ce type d'entraînement. Et ça, il y a deux paramètres d'après ce que je comprends. Il y a autant le paramètre efficience au niveau cardiaque, il y a aussi le paramètre dominante parasympathique au niveau nerveux, d'où les fréquences cardiaques très très basses au repos que tu vois chez les athlètes d'endurance, et notamment plus les événements sont longs et plus il semblerait que leur valeur soit basse, parce qu'ils passent tellement de temps à faire des entraînements à basse intensité, simplement parce que quand tu fais un ultra-marathon, bah, c'est là où tu vas passer ton temps, donc ton entraînement, il va refléter ça. Donc, on a touché sur l'aspect cardiovasculaire. On a l'aspect, maintenant, si on prend le muscle en lui-même, on a l'aspect capillaire. Les capillaires, c'est quoi? C'est simplement l'interface d'échange entre la circulation et tes fibres musculaires. C'est au travers des capillaires que l'oxygène va passer du sang, de l'hémoglobine, à ta cellule et du coup va pouvoir faciliter ce processus de respiration cellulaire. Et plus tu as de capillaires, et bien sûr quand on fait ce travail de basse intensité, on va être principalement, encore une fois, c'est un modèle, c'est une simplification, mais on va être principalement focalisé sur nos fibres de type 1, les fibres lentes, qui de manière générale ont une densité mitochondriale et capillaire bien supérieure aux autres, mais on va aussi pouvoir la développer encore plus. Et si ta surface d'échange, elle augmente, ça veut aussi dire que tu as besoin de moins de sang pour faire le même travail. Donc, d'un coup, même pour faire passer une quantité d'oxygène dans tes muscles, si tu as plus de capillaires, plus de mitochondries, eh ben, tu as besoin de moins de sang au niveau de ta circulation. Donc, tu deviens plus économe, si tu veux bien. Et ça, c'est quelque chose que tu vois de manière assez concrète. Ils ont fait des études. Et en gros, quand ta densité capillaire augmente, le flux sanguin, la quantité de sang qui est apportée à cette région pour un rythme de travail donné, baisse. Donc, véritablement, tu as besoin de moins de sang pour faire le même travail parce que ta surface d'échange via les capillaires est plus importante. Donc, on a ça. On a également l'aspect des mitochondries que j'ai mentionné, donc les organelles ou le réseau. On appelle ça maintenant un réticulum mitochondrial parce qu'on les voit derrière moi ici sur le mur pour ceux qui regardent la vidéo. On les illustre souvent comme des petites organelles qui flottent, mais au final, c'est véritablement un réseau qui est ancré au sein de nos cellules et qui sert de transporteur et qui sert aussi d'usine, si on veut bien, à recycler l'ATP.
Et plus tu en as, et mieux c'est. Ça, c'est peut-être un des absolus aux côtés de plus tu dors et mieux c'est, que je me permettrais de faire, c'est plus tu as de mitochondries, mieux c'est. Parce que plus tu vas être efficient au niveau de ton utilisation des substrats, et plus tu vas être économe à ce niveau-là également. Et du coup, ce travail de basse intensité, comme j'ai essayé de l'illustrer ici, il travaille à vraiment plein de niveaux différents. Au niveau nerveux, au niveau central du cœur, au niveau du transport vasculaire, au niveau des capillaires, au niveau des mitochondries, et j'en passe. Il y a d'autres aspects qui vont être influencés positivement par ce genre de travail. Et il faut se dire que pour les powerlifters qui se poseraient la question, mais pourquoi je veux développer mes fibres de type 1? C'est pas ce que j'utilise dans mes levées. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau du recrutement des unités motrices, on recrute du bas vers le haut. Et donc, même quand tu vas recruter tes fibres ou tes unités motrices les plus grandes, qui sont en général rattachées à des fibres de type 2A, 2X, on va malgré tout quand même activer nos petites unités motrices. Elles vont toutes être activées dans l'ordre de leur seuil d'activation, c'est-à-dire des plus petites aux plus grandes, pour faire simple. Et donc, malgré tout, tu utilises toutes ces structures-là. Et il faut te dire que peut-être que ton lever, ton 1RM en soulevé de terre, il ne va pas être directement lié à ton développement capillaire et mitochondrial de tes fibres de type 1. Mais par contre, tes fibres de type 1, c'est la structure de soutien pour tes fibres de type 2A et type 2X que tu vas utiliser à chaque fois que tu fais un lever, à chaque fois que tu fais une répétition. Et dis-toi que tous les produits métaboliques qui sont générés par ces processus métaboliques et par ces fibres vont devoir aller quelque part. Plus d'infrastructures pour les recycler. Comme je disais avant, les mitochondries recyclent le lactate notamment. Et donc, si tu as plus d'infrastructures pour les recycler, eh ben, ça veut dire que tu seras plus rapidement prêt pour ta prochaine répétition ou pour ta prochaine série ou pour ton prochain jour d'entraînement, et qu'au final, ça te permet de faire plus de travail. Et quand on connaît l'importance du volume dans les performances sportives, et ça va de l'haltérophilie, et je suis sûr que ça s'applique également en force athlétique, il y a une haute corrélation entre le tonnage annuel et les performances en compétition. C'est pareil en biathlon, c'est pareil dans les sports d'endurance comme le triathlon de longue distance. Je veux dire, c'est vraiment transversal. Le volume d'entraînement, de qualité bien sûr, que tu peux assimiler, dont tu peux récupérer, va avoir un énorme impact sur tes performances sportives. Et du coup, pourquoi pas, via ces séances de basse intensité qui sont extrêmement faciles à faire et qui certes sont chiantes, mais je connais plein de bons podcasts comme le tien qui peuvent nous aider à passer un petit peu de temps sur un vélo ou même en allant marcher avec un sac à dos. C'est des petits ajouts qui vont nous permettre de mieux récupérer, de s'entraîner plus, d'avoir un entraînement plus qualitatif aussi, parce que du coup, tu n'es pas au bout de ta vie après ta troisième série. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est un travail qui doit être considéré par toute personne qui se dit sérieuse dans ses entraînements et compétitive dans sa discipline. Ok, je te remercie, c'est hyper complet. Je reviens juste sur un truc que tu as mentionné un peu avant. Du coup, tu as parlé d'ATP. Mhm. Et est-ce qu'il y a moyen que justement ce travail-là euh, améliore, je sais pas, la production ou l'utilisation de l'ATP, du coup, quand tu vas faire un effort de force? Mhm. Alors, il faut se dire qu'il y a, pour parler un petit peu de filière énergétique, on a l'ATP qui est la monnaie énergétique du corps humain, si on veut bien, qui va du coup être cassée. Il y a l'hydrolyse de l'ATP, donc quand tu casses une molécule d'ATP, qui va du coup se tourner en ADP ou en AMP, adénosine diphosphate ou adénosine monophosphate. Et c'est en fait c'est l'énergie qu'il y a dans ces liens chimiques qui va alimenter les contractions musculaires. Donc c'est pour ça qu'on casse l'ATP, c'est pour en gros utiliser l'énergie qu'il y a ancrée, qu'il y a de stocké dans ces liens chimiques. Et du coup, une fois que tu as cassé l'ATP, tu as de l'ADP ou de l'AMP, et il faut recomposer cet ATP. Il faut rephosphoryler l'ADP et l'AMP, remettre un phosphate, remettre un P dessus pour le retransformer en ATP. Et c'est ça c'est ça le rôle des filières énergétiques, si on veut les appeler comme ça, c'est de rephosphoryler l'ATP ou l'ADP en ATP. Et du coup, on a plusieurs moyens de faire ça. On a la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine, comme on l'appelle, qui est un petit peu le tampon, le premier intermédiaire, qui va nous permettre de rapidement régénérer cet ATP. Mais à savoir que la phosphocréatine, comment est-ce qu'elle se régénère? C'est via l'ATP généré dans nos mitochondries. On a toute la chaîne de créatine kinase, etc., qui est directement liée
à la respiration cellulaire et à l'ATP qui est produit ou recyclé par nos mitochondries. Donc déjà là, on a un lien indéniable et important entre la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine et ce qui se passe au niveau oxydatif dans nos mitochondries. Et ça, c'est très, très bien illustré via plusieurs études qui ont été faites où ils comparent, si tu veux bien, les cinétiques de la phosphocréatine et de l'oxymétrie musculaire ou de l'oxygène que tu vois, l'équilibre de l'oxygène dans les muscles ou dans les capillaires. Et ce que tu vois quand il y a des contractions, une fois que tu arrêtes un effort physique. Et tu vois que sur tous ces graphiques, peu importe la situation, on a une correspondance qui est assez étroite entre le comportement, la cinétique de la phosphocréatine dans le muscle, tel qu'on peut le mesurer avec différentes méthodes assez poussées, et l'oxymétrie musculaire, donc la disponibilité de l'oxygène au niveau des capillaires pour aller alimenter ces mitochondries. Donc déjà là, on a un lien fort entre ces deux filières, si on veut les appeler comme ça. Et comme je te le disais déjà avant, la glycolyse, donc ou la glycogénolyse, si on veut parler du catabolisme du glycogène, donc glycolyse ou glycogénolyse, on casse des sucres, du glucose ou du glycogène, respectivement. Le produit de fin, encore une fois, c'est soit le lactate, soit le pyruvate, un petit peu des deux, et il s'équilibre dans la cellule. Et ensuite, si on a la capacité mitochondriale si on a les transporteurs on va pouvoir recycler ces produits de fin via la respiration cellulaire, via le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Donc, au final, on voit qu'il n'y a pas vraiment de filières qui travaillent de manière individuelle. Toutes ces filières travaillent ensemble, encore une fois, aux dernières nouvelles, parce que la technologie évolue, donc notre compréhension de ces différents phénomènes évolue également avec notre capacité ou pas à mesurer ces choses à l'interne. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on sait simplement, c'est que toutes ces filières vont être recrutées, activées de manière extrêmement rapide et vont toutes travailler de manière synergique pour recomposer cet ATP. Et donc, on a ce premier tampon, si on veut bien, au niveau de la phosphocréatine, mais qui du coup doit être réalimenté par l'ATP produit au niveau des mitochondries et la glycolyse, une fois qu'elle est activée, qui va également être dépendante des mitochondries pour au final pouvoir durer à l'acidose métabolique, donc le milieu métabolique qui est généré par des niveaux par exemple, de glycolyse élevés, avec, encore une fois, production de lactate. Quand tu casses donc de l'ATP, tu as l'ADP, mais tu as aussi un petit P qui traîne. Donc, tu as des phosphates, du phosphatine organique, comme on l'appelle, qui va s'accumuler également, qui semble être une des molécules premières dans l'impact sur la fatigue et sur le fait que tu ne peux plus contracter tes muscles. Okay, quand tu commences à tétaniser, quand tu n'arrives plus à contracter correctement, c'est des choses qui se passent au niveau des pompes de calcium dans les cellules, des choses que je ne comprends pas encore avec beaucoup de détails, mais je sais que le phosphatine organique a une grande place à jouer, ainsi que les ions d'hydrogène, les petits H+, qui se promènent. Et donc, tout ça va avoir un impact sur le milieu général. Et je sais que je n'ai pas répondu directement à ta question, parce que là où j'essaie d'en venir, c'est que l'ATP, on va tous l'utiliser dès le moment où on est fait, même juste au repos, tu utilises de l'ATP pour simplement maintenir tes structures cellulaires, toutes les parois des cellules, toutes les fonctions de base vont être dépendantes de l'ATP. Et après, comme j'ai essayé de l'illustrer ici, toutes ces filières vont faire en sorte de recomposer cet ATP pour qu'on puisse continuer, mais de différentes manières selon le type d'effort. Je pense que ça répond très bien à ma question et c'est très complet. Et ça va me lancer du coup sur ma question suivante, donc toujours concernant le travail d'endurance fondamentale contextualisé dans la force. Est-ce que par rapport à ce qu'on a déjà dit là, toi, tu as d'autres bénéfices en tête auxquels j'aurais pas pensé ou qu'on n'aurait pas abordé? Je pense qu'on a mentionné les bénéfices principaux. Ce qui revient tout le temps, c'est meilleure récupération, meilleure tolérance de volume, meilleure tolérance d'intensité aussi, parce qu'il n'y a pas juste le volume de travail, il y a aussi l'intensité. Et comme tu l'as dit, si tu arrives mieux à gérer tes séries longues, ou même si tu arrives à être plus présent et plus frais et plus prêt sur ta 6e série, alors qu'avant, sur ta 3e, tu étais déjà fatigué en faire 5-6 de qualité. Donc, ça touche autant le volume que l'intensité, cette tolérance de charge de manière générale. Amélioration du sommeil, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, surtout pour des gens qui ont tendance à être très stressés, à être tout le temps dans le nerveux, si on veut parler comme ça,
beaucoup de tension musculaire, ce genre de profil tend à bénéficier assez bien de ce genre de travail. Et il y a même des indications intéressantes sur des sports qui sont très, très explosifs, comme le sprint court. On pense aux 100 mètres, aux 200 mètres. J'avais effectué un interview avec Kenny Gay, qui est le head coach des sprints de l'athlétique suisse, et qui, lui, inclut du travail de basse intensité sur vélo pour ses sprinteurs, soit le jour avant un jour de grosse intensité, soit le jour après, pour justement moduler cet aspect nerveux. On sait que en sprint, et je pense qu'il y a une équivalence au niveau force athlétique, même si j'en sais pas assez sur le sujet et je serais intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus. Mais on sait que les sprinteurs, il y a un état musculaire, un état de tension musculaire qui est optimal pour la génération de force et de vitesse et de puissance. Et donc, s'il y a trop de tension, c'est pas bon, mais s'il n'y a pas assez de tension, c'est pas bon non plus. D'où la prévalence, on va dire, des modalités comme le massage, la physiothérapie, ce genre de choses avec les sprinteurs, parce que tu as, via ces inputs manuels, la possibilité de moduler justement cette tension musculaire et indirectement ou directement, selon comment on veut le mettre, la tension, l'état nerveux autonome de la personne, ce qui lui permet ensuite d'être dans les meilleures conditions possibles pour produire de la vitesse, produire de la force et exprimer pleinement ses capacités de mouvement. Donc, je sais pas là-dedans avec le powerlifting, ou si tu as trop de tension ou pas assez de tension, ça peut avoir un impact négatif. Après, c'est clair que ce n'est pas le même type d'effort. Je pense qu'il y a le paramètre vitesse dans le sprint qu'on ne retrouve pas nécessairement en termes de vitesse du mouvement dans la force athlétique. Mais voilà, je pense que potentiellement pour moduler son état nerveux avant ou après des grosses journées d'intensité, ça peut également être un outil intéressant à tester, à explorer. Faites-le pas le jour avant votre compétition sans jamais l'avoir testé avant, bien sûr. Mais je pense que ça peut être explorer et une autre manière d'utiliser ce genre de travail dans la routine hebdomadaire d'un powerlifter. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, sur le point sur lequel tu m'as lancé là, je ne saurais pas te répondre avec précision pour faire le parallèle avec le sprint. Mm. Mais en tout cas, si tu prends en intra-compétition, je pense que le fait de trop se relâcher, ça va être plutôt mauvais. Mm. Par contre, entre tes jours d'entraînement ou même entre les gros entraînements, c'est clair que, enfin, d'expérience, ça va être extrêmement bénéfique. Et Mm. même, enfin, là, je l'expérimente, le fait de faire ce travail-là, ben, la veille d'une grosse séance, euh, je suis plus en amont, je suis plus relaxé, mais du coup, quand je vais faire mon entraînement, mon gros entraînement, je sens que je vais avoir plus de ressources. Tu vois, vu qu'en Mm. amont, Ouais. je me suis, entre guillemets, pour parler grossièrement, je me suis régénéré. Mm. Donc, ouais. Euh, j'ai une autre question, du coup, parce que là, on a beaucoup parlé de la force. Du coup, dans la composante du développement de la force, il y a un autre aspect qui est important, c'est la masse musculaire et l'hypertrophie. Mm. Pour toi, il peut y avoir des interférences ou pas sur l'hypertrophie, du coup? Si tu commences à en faire énormément chaque semaine, je pense qu'à un moment donné, oui, il va y avoir des effets négatifs là-dessus. Mais je pense que jusqu'à un point beaucoup plus avancé que ce qu'on ne pense, on peut continuer à faire les deux. On peut continuer à gagner en masse musculaire et on peut continuer à développer ses capacités d'endurance fondamentales. Tu le vois maintenant notamment avec des athlètes hybrides qui commencent à émerger ces dernières années, des gars qui veulent squatter le monde et droit derrière faire un marathon, des événements un petit peu comme ça. Et tu vois que bah, tu as des gars qui deviennent très très endurants malgré le fait qu'ils portent pas mal de masse musculaire et qu'ils arrivent à continuer à développer ces deux versants de leur physiologie sans... Alors bien sûr, il y a un coût parce qu'ils squattent le monde, mais ils squattent pas le même monde qu'un powerlifter qui fait que ça c'est clair. Mais donc à un moment donné, il faut donner un petit peu. Mais dans les volumes qu'on a mentionnés aujourd'hui, c'est-à-dire 1 à 2 séances par semaine, euh, je vois vraiment pas comment ça peut avoir un impact sur le développement de la masse musculaire. Le seul souci potentiel que je vois, c'est au niveau de l'apport calorique. C'est-à-dire que, alors 2 heures par semaine, c'est pas énorme et c'est du travail de basse intensité, donc ça va pas non plus te prendre trop. Mais potentiellement pour quelqu'un qui, je sais pas, qui est dans une situation où la personne a déjà de la peine à gagner en masse musculaire, de la peine à manger assez,
faut considérer le fait que c'est du travail en plus et qu'il va falloir l'alimenter. Et du coup, peut-être à ce niveau-là, il peut y avoir un petit astérisque pour certaines personnes de se dire, ben, c'est du travail supplémentaire, mais du coup, est-ce que je vais réussir à, à manger assez pour compenser? Est-ce que c'est une bonne idée à ce moment-là? Mais malgré ça, je pense pas qu'avec 1 heure ou 2 par semaine, ça ait vraiment tant d'influence que ça. Quand on commence à parler de 4 à 10 heures par semaine, là c'est une autre conversation. Je pense qu'au niveau calorique, ça commence à faire une marque quand même, à faire une empreinte. Mais avec 1 ou 2 heures par semaine, je vois pas vraiment l'argument pour ne pas l'inclure. Ok, c'est parfait. Ça va vraiment me permettre de transitionner du coup sur la prochaine question que j'avais. Donc, tu as parlé d'1 à 2 heures par semaine. Moi, j'aimerais savoir de ton point de vue. Donc, tu as en face de toi un groupe de powerlifters lambda, d'accord? Je te donne un contexte précis. Ils ont un temps illimité pour s'entraîner. Ils ont les ressources pour. Ils sont hors saison. Si tu devais définir le protocole entre guillemets idéal pour ce groupe de personnes, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, là-dessus? Je pense qu'il faut vraiment avoir une perspective sur le long terme au niveau du développement de ces qualités-là. Et je pense que je vais répondre à l'encontre de ta question pour commencer, c'est-à-dire que dans un contexte en saison où tu t'entraînes pour ton sport, où tu es proche de tes échéances compétitives, je pense que maintenir une séance par semaine entre 40 et 60 minutes, c'est idéal. Parce que ça te permet quand même d'avoir ce petit fil rouge tout au long de ta saison, de maintenir ses qualités de récupération, de continuer malgré tout à développer si tu as un niveau qui est assez bas au niveau de ses qualités, de continuer à développer tout ça, même avec très très peu de volume, mais simplement avoir la fréquence et avoir voilà, simplement la fréquence et le fait de le faire chaque semaine et d'être régulier dans la durée, parce qu'on a parlé du fait que c'est des adaptations qui prennent beaucoup de temps, donc ça ne sert à rien de le faire 2 semaines et ensuite d'arrêter, parce que ce sera peut-être même pas assez de temps pour que tu sentes les premiers bénéfices. Et sur le développement long terme, dis-toi qu'une séance par semaine à tout moment de l'année, c'est le minimum que tu veux faire, que tu appelles ça ta zone 2, ta récup active, ou que tu veux simplement aller marcher en forêt avec ta famille. Moi, ça me va et c'est important de le faire. Après, si tu me donnes un contexte de hors saison, ma curiosité me pousserait à être assez agressif avec le volume hebdomadaire de ce genre de travail, surtout loin de ta saison compétitive. Je ne vois pas de raison pour lesquelles tu ne pourrais pas faire entre 5 et 10 heures de ce genre de travail par semaine. Et pour donner un peu de contexte à ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être de la zone 2 sur un vélo. Tu peux aussi remplir ton sac à dos et aller faire 4 heures de marche. Et à ce niveau-là, je pense que ça peut être. Et d'ailleurs, j'en ai entendu parler. Et je fais un podcast la semaine prochaine avec un gars qui s'appelle Mark McLaughlin, qui travaille avec énormément d'athlètes différents, mais il travaille notamment avec des gars qui se préparent pour des tests pour les forces spéciales et ce genre ce genre d'activité. C'est des gars qui sont en général assez lourds, qui font 90 kilos ou plus. Et il a un sujet notamment dont il a parlé plusieurs fois, où un client, un athlète avec qui il travaille, ou un opérateur, je crois, comme ils aiment bien les appeler dans ce monde-là, qui accumule pas loin de 10 heures par semaine de travail de basse intensité. Et c'est via des longues marches avec des sacs à dos lestés qui fait ce genre de travail. Et en parallèle à ça, ben, il y a du travail de force, max, bien sûr, il y a tout le reste qui va avec. Et ça semble vraiment pas être des qualités qui vont à l'encontre l'une de l'autre, si c'est fait raisonnablement, parce que on en a parlé au début, mais cette idée de contrôle de l'intensité et de rester dans un état interne propice aux adaptations qu'on recherche, ça, c'est un concept qui est très, très important. Et dès le moment où tu commences à pousser un petit peu trop et ça commence à devenir du 5, et là, tu n'arrives plus à parler et de faire des longues phrases et lire la poésie, du coup, le travail, c'est plus tout à fait le même. Et quand tu commences à pousser un petit peu trop loin, un petit peu tout le temps, on va perdre cet aspect bénéfice. Et vu que on a commencé à empiéter sur un petit peu de fatigue métabolique, un petit peu de fatigue nerveuse, et ben ça a plus du tout l'effet escompté qui était de contrebalancer notre surcharge sympathique. Ça va simplement rajouter encore de la fatigue. Et donc, il faut faire attention avec ce genre de travail de vraiment être euh, voilà, très vraiment s'écouter et faire les choses
tranquillement. Donc, quand tu vas marcher et quand tu fais ces longues marches, ben, au début, ça va peut-être pas être avec un sac de 30 kilos et ça va peut-être pas être 3 heures de temps. Peut-être que devrait faire 10 000 pas par jour. Peut-être que ça, c'est la base pour tout un chacun qui sont peut-être, pour des personnes qui sont peut-être sédentaires ou qui ne sont pas apportées à bouger beaucoup dans leur emploi du temps. Et ben, déjà, rien que de se dire, est-ce que je fais 10 000, qui équivaut à peu près à 1 heure et quart, à 1 heure et demie de déplacement en continu. On s'amuse un petit peu avec ça ces jours-ci avec ma femme. Depuis que j'ai transitionné à la fin de l'année et je ne travaille plus avec mes clients en présentiel, les clients de coaching que j'avais avant, pour me focaliser sur mes autres versants d'activité, eh ben, je passe beaucoup plus de temps à la maison. Donc, je bouge beaucoup moins. Là où je passais 12 heures hors de la maison sur un jour de coaching et je partais partout de gauche à droite, à la salle, à domicile, etc., eh ben maintenant, je bouge beaucoup moins. Donc, quel est l'effet sur mon activité totale? Et pour me rendre compte que 10 000 pas, ça fait à peu près 1 heure et demie de marche. Donc, est-ce que tu fais déjà ce genre d'effort tous les jours pour juste avoir ta base en tant qu'humain? En tant qu'humain, on est construit pour bouger, on est fait pour ça, et on est fait pour bouger plus qu'1 heure par jour à la salle. Et donc, moi, maintenant, quand je fais mon vélo, et je fais beaucoup de vélo et j'en fais presque tous les jours, je me force à sortir, je me force à aller marcher parce qu'au final, c'est pas assez juste de faire 1 heure de fitness, que ce soit du powerlifting, du crossfit ou du vélo. C'est une activité physique, mais en plus du mouvement qu'on devrait avoir chaque jour pour simplement notre santé physique et mentale. Donc, voilà, il faut commencer là où on est, toujours. Donc, je t'ai dit 10 heures et tu m'as fait les gros yeux et je te comprends. Donc, je te dirais pas de passer à 10 heures demain. Mais par contre, voilà, si tu as 3 mois, 4 mois, ben, sur 2 mois, sur 3 mois, combien de travail par semaine tu peux accumuler? Est-ce que déjà, encore une fois, tu fais ces 10 000 pas par jour? Au-delà de ça, est-ce que tu peux sortir faire une rando 1 fois par semaine? Et je pense qu'avec ces approches-là, on peut commencer à considérer des volumes assez intéressants sans que ce soit nécessairement fixé sur voilà, du vélo, ailleurs, etc., etc. J'espère que j'étais assez clair dans ma réponse. Ouais, carrément. Mais ça me lance sur autre chose, du coup. Je reprends, tu parlais de la marche et des 10 000 pas par jour. Mm. J'aimerais vraiment, du coup, je te repose la question en termes d'application pure. Est-ce que, donc pour le powerlifter moyen, qui n'a pas l'habitude de faire quelconque travail cardiovasculaire que ce soit, simplement implémenter ces 10 000 pas quotidiens, est-ce que tu peux considérer que, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire suffisant, mais est-ce que ça peut être suffisant pour faire ce travail d'endurance fondamentale ou est-ce que tu te dis que c'est quand même limite? Je pense que j'essaierai les deux. Si quelqu'un bouge pas au quotidien, déjà, je leur dirais oui, essaye de faire déjà 6 000 et travailler pour arriver à 10 000 progressivement dans ta journée. Et il faut être assez créatif. Il faut se dire, voilà, comment est-ce que je m'arrête 2 stations de bus avant et ensuite je marche? Est-ce que après chaque repas, je vais marcher un petit peu? Est-ce qu'il y a 2, 3 coups de fil dans la journée que je dois passer que je pourrais faire en marchant, vu que c'est une activité qui est très facile? Alors, maintenant, au niveau, on est en hiver, donc c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année. C'est pas toujours facile. Ah ouais, mais il a neigé. Ah ouais, mais il pleut. L'autre jour, on est sorti avec ma femme, on a mis nos vestes de pluie, on est sorti marcher 1 heure et demie. Il pleuvait, mais au final, c'était un bon moment d'échange pour nous. C'était un petit peu de temps passé dehors. Au final, ça fait du bien aussi de se confronter aux éléments de temps en temps. Après, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui adorent ça, donc il y a un petit peu de tout. Mais oui, pour commencer, je te dirais, déjà faut être actif. Et Ouais. si tu fais pas tes 10 000 pas par jour, et à moins que tu sois dans un corps de métier très, 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 très physique, sur les chantiers par exemple ou autre, c'est bien possible que la majorité des gens n'atteignent pas déjà ce barème arbitraire, certes, mais qui me paraît extrêmement important en termes de santé générale. Et donc, je pense que si quelqu'un déjà ne bouge pas assez dans la journée, potentiellement de commencer par ça, ça irait très très bien. Et après, pourquoi pas rajouter du travail sur un vélo, par exemple, à savoir que le powerlifter moyen, il n'est pas nécessairement tout léger. Peut-être qu'en intersaison, il est même un petit peu moins léger que ce qui serait en saison. Et donc, il faut prendre ça en compte également. Il y a un coût de la marche au niveau des articulations, au niveau des impacts, selon où tu marches. Donc, si tu es un petit peu lourd et puis que
as les genoux qui sifflent d'entrée de jeu. Peut-être va pas faire 10 km sur du béton. Peut-être tu commences sur une piste Vita. Peut-être tu commences voilà, en forêt, des choses assez simples. Ou alors, si c'est des modalités qui ne te conviennent pas, peut-être de commencer sur un vélo, c'est ce qu'il te faut. Et du coup, à ce moment-là, bah, voilà, on est de retour sur la conversation initiale. Déjà 1 à 2 heures par semaine là-dessus. Mais je pense que si je devais mettre un nom de catégorie dessus, je te dirais que le vélo, c'est de la zone 2, voire même de la zone 1. La marche, ça va être de la zone 1 également. Et suivant à quelle vitesse tu l'as fait et combien de temps sur le dos et combien de temps tu fais, ça tourne autour de la zone 1, zone 2. Mais quoi qu'il arrive, zone 1, zone 2, c'est un petit peu tout du pareil au même. Encore une fois, en dehors de ces contextes de cyclisme, de sport d'endurance avancé, c'est du pareil au même. C'est juste du volume de travail, du volume de mouvement qui, au final, permet à ton corps de mieux fonctionner. Je pense que c'est vraiment ça la conclusion qu'il faut en tirer, peu importe le moyen d'y arriver. C'est le volume qui va primer. Et que ce soit dans ton sport ou dans ce travail de basse intensité, je pense que, encore une fois, pour revenir à ta question, 5 à 10 heures par semaine, ça paraît tout à fait convenable en quantité totale de mouvements à basse intensité. Au début, c'est de la marche. Ensuite, ça peut être avec un sac à dos. Ensuite, ça peut être combiné pour avoir de longues séances. Mais je ne pense pas qu'on devrait avoir peur de faire plus parce que, encore une fois, c'est intéressant. C'est quelque chose qui m'est venu assez récemment, cette idée et de nombre de pas par jour. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça m'avait pas traversé, j'y avais pas pensé avec cet angle-là. Mais peut-être que c'est une conversation qui est peut-être même plus importante que celle de la zone 2 à raison d'1 heure par semaine sur le vélo. C'est est-ce que tu bouges pendant minimum 1 heure et demie par jour? C'est ça la question. Donc, je pense que ça se rejoint. Je pense que au final, c'est un petit peu la même conversation sur un niveau légèrement différent, mais tout se recoupe. Et ouais, est-ce que tu bouges 10 heures par semaine? Ce serait ma question. Et après, au-delà, ben oui, je pense qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut faire plus, même beaucoup plus, sans nécessairement avoir d'impact négatif. Mais après, on en revient à est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu peux récupérer de toutes ces activités? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as un environnement au quotidien qui te permet de t'exprimer ainsi? Je pense que c'est là où les contraintes vont arriver. Mais au niveau théorique, oui, je pense qu'on peut faire énormément de ce genre de travail sans avoir d'impact négatif. Ok, ok. Donc, tu vois là, par rapport à ce que tu dis, en termes de contexte et d'application, euh, sur mes jours où je vais m'entraîner, où je vais travailler normalement, je vais essayer d'aller faire mes pas pour bouger. Et du coup, sur les jours off, vu que je suis quand même assez sédentarisé parce que je travaille en face de mon ordinateur, j'ai essayé d'introduire du coup ce travail où je vais à la salle et je vais faire ce travail sur des ergos. D'ailleurs, Mm. dédicace à Clément Goudin qui m'a inspiré à le faire parce qu'à la base, quand j'allais juste à la salle faire du vélo et honnêtement, je me faisais chier. Et puis Clément Goudin m'a inspiré à tourner sur plusieurs ergos, en fait, faire un circuit, tu vois, Mm. enchaînant du rower, du ski erg et de l'assaut bike. Et c'est vrai que le temps, il passe beaucoup plus vite en faisant ça. Donc moi, dans mon contexte, j'ai le temps de le faire, j'ai le temps et l'énergie de le faire sur mes jours off sans problème. Mm. Euh, Si tu as affaire à un powerlifter qui n'a pas forcément le temps de le faire sur les jours off, est-ce que tu lui recommanderais de le faire sur ses jours d'entraînement, plutôt avant l'entraînement ou plutôt en post-entraînement? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter comme conseil en fait? Mm. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, c'est-à-dire que surtout s'il fait froid en hiver et que tu as la peine à te mettre dans ta séance parce que tu prends une demi-heure pour t'échauffer, ben peut-être que te poser 20 minutes sur un vélo avant de commencer ton échauffement avec tes barres, c'est un bon moyen de, un, accumuler un petit peu de volume, la goutte au front, et trois, d'être bien, bien prêt pour quand tu vas attaquer ton haltéro, pardon, tes barres. Il y a Altero qui m'est venu en tête parce que récemment, à la salle chez David, ici à Basics, il y a un des athlètes qui s'entraîne là-bas, il s'appelle Gianni, oui, il avait un blocage sur une barre en haltéro, mais il a fait 1 heure de zone 2 sur son vélo, et après, il allait faire son haltéro, il a tapé un énorme PB sur sa barre, et il rigolait après en disant, ouais, ben, zone 2 et PB au snatch. Mais au final, je ne serais pas surpris que l'échauffement prolongé ait eu un impact positif sur la préparation pour sa séance. Je pense que si on pose la question à 100 personnes, est-ce que tu t'échauffes assez avant tes séances?
il y a une grande majorité, s'ils sont honnêtes, qui te diront que non. Donc ça peut être une manière de pallier à ça. Rajoute 20 minutes de mouvement, peu importe ce qu'il est, et le plus simple, c'est sur un vélo, mais tu peux faire autre chose avant ton échauffement spécifique. Et sur la même note, tu peux rajouter 20 à 30 minutes après une séance pour, t'aider à ressortir de cet état de stress avancé dans lequel tu t'es mis. Donc, potentiellement, de commencer à récupérer plus rapidement, d'accélérer ta récupération, du fait qu'on va switcher d'état interne, pour parler simplement, plus rapidement via cette modalité de travail. Et en plus de ça, accumuler un petit peu de volume de travail également. Donc, si tu n'as pas l'opportunité de le faire sur des séances dédiées, mais que tu peux faire 20 minutes avant et ou 20 minutes après certaines séances dans ta semaine, sur une semaine d'entraînement, tu vas facilement pouvoir accumuler 1 à 2 heures totales de mouvement. Et déjà, je pense que ça, ce sera un gain considérable. Comme tu l'as dit, il ne faut pas s'attendre à des changements d'une semaine à l'autre. Mais de manière générale, les premiers changements, surtout pour les gens qui sont déficitaires ou déficients dans ce type de travail, les premières manifestations des bénéfices, ils se font en général autour de la 4e, 5e semaine. Mais après, c'est vraiment sur une échelle de 8 à 12 semaines que tu vois et que tu sens vraiment l'impact considérable que ça peut avoir. Mais encore une fois, ça dépend de la personne. Mais en général, voilà, ceux qui en ont jamais fait et qui en font jamais et qui en ont certainement besoin, ça tend à se manifester assez vite. Je pense que c'est utile de penser en volume hebdomadaire. En volume hebdomadaire, et dans un premier temps, te dire, pour l'instant, il faut juste que je fasse mes minutes dans la semaine, peu importe comment, peu importe où, peu importe si c'est des 15 minutes, des 20 minutes, des 30 minutes. Il faut juste faire le travail pendant une période de temps, voir comment ça se passe, voir ce que ça t'apporte et ajuster progressivement. Mais je pense que le moins de contraintes on peut s'imposer au départ, et le plus de chances on a pour réussir sur le long terme. Ok, ok, bon, ça donne déjà une très bonne base en termes d'application pratique dans le contexte de la force pour les auditeurs qui nous écoutent. Et j'ai une question supplémentaire du coup en termes d'application. C'est quelque chose que j'ai mis en place quand je fais donc quand je vais faire ce type de travail-là sur Ergo, comme je te disais tout à l'heure, j'essaye de le faire en respiration nasale pour éliciter un peu l'activation parasympathique. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou est-ce que ça peut être contre-productif? Et une question que j'ajoute à ça, c'est est-ce que le fait sur ce type de travail-là, de maintenir une respiration nasale, ça peut être un moyen de t'assurer caper ton intensité pour pas dépasser un certain seuil? Je pense qu'il y a deux contextes spécifiques où c'est pas la meilleure idée de respirer par le nez. Un, c'est si tu as potentiellement du canal nasal, dans le sens où si tu t'es fait casser le nez ou autre chose, il y a des gens qui ne peuvent pas bien respirer par le nez. Donc ça peut être une limitation, et du coup de te forcer à respirer par une paille quand voilà, ça va simplement restreindre la quantité d'air que tu peux utiliser, et également rajouter une contrainte supplémentaire de te dire ah putain, j'arrive pas à respirer. Là, c'est peut-être pas la meilleure solution pour cette personne-là. Auquel cas, elle peut simplement se focaliser sur une respiration lente et profonde, même si c'est par la bouche. Et l'autre contexte où tu verras la respiration nasale ne pas être la meilleure option, c'est quand tu commences à pousser l'intensité. J'ai déjà essayé d'aller très très fort tout en respirant par le nez. Tu te dis, ouais, j'ai tout fait en respiration nasale. Ouais, mais au final, tu étais quand même dans le rouge, malgré le fait que tu respirais par le nez. Donc, tant que tu arrives à bien respecter ces intensités, comme on l'a mentionné plus tôt, je pense que la respiration nasale, c'est un bon moyen de se focaliser sur ce qui se passe, se focaliser sur la manière dont tu respires, qui est un paramètre intéressant à mon avis, si ce n'est simplement pour la conscience respiratoire. Et je dirais même que pour un sport de force comme le powerlifting, où la, la stabilité du tronc est extrêmement importante dans les différents levées que vous avez à faire en compétition, que de pratiquer cet aspect respiratoire, d'augmenter son contrôle et même sa conscience au niveau du contrôle qu'on a sur le diaphragme et d'autres muscles accessoires respiratoires, ça peut avoir un impact positif sur simplement ta capacité à te bresser et faire en sorte que tu aies le maximum de pression intra-abdominale pour stabiliser ta colonne, ton tronc, et faire en sorte que ton mouvement se passe de la meilleure manière possible. Donc, je pense qu'il y a un intérêt certain à approcher cet aspect-là, autant au niveau nerveux, parce qu'on voit des bienfaits ou des bénéfices potentiels au niveau de la respiration nasale par rapport à une respiration buccale, ça c'est vrai,
Il y a le fait qu'en général, quand tu respires par le nez, tu vas te focaliser un peu plus sur ce que tu fais. Et en plus de ça, encore une fois, si tu te focalises sur une respiration lente et profonde et une expiration diaphragmatique complète, donc ça veut dire une inspiration qui est bien faite au niveau du diaphragme et une expiration qui est faite de manière complète également en allant peut-être même chercher les intercostaux, les obliques, etc. en fin d'expiration, ça peut être un travail complémentaire intéressant pour le powerlifter et même pour le pratiquant lambda qui veut rajouter cet outil à son panel de compétences. Je pense que le système respiratoire, c'est quelque chose dont je parle assez souvent, avec beaucoup d'entrain également, parce que ça reste un aspect de notre physiologie et du corps humain qu'on a sous-utilisé encore à l'heure actuelle, à mon avis. On sous-estime l'impact qu'il peut avoir sur notre état, tout simplement, mais également, à mon avis, sur les performances, et si pas dans tous les contextes, dans certains contextes, assurément. Donc, il y a ce paramètre-là à considérer, et je pense que la respiration nasale, durant un travail de basse intensité, peut s'y prêter. Ok, ok, bah, ça répond parfaitement à ma question. Et bah, ça va nous amener du coup à la dernière question que je me posais, parce que en plus tu as parlé du coup, de travailler à plus haute intensité. Euh, du coup, est-ce que tout simplement un travail à plus haute intensité, ça peut avoir du coup, des intérêts dans la pratique de la force, ou est-ce que toi tu valorises beaucoup plus ce travail d'endurance fondamentale? Et je te rajoute un exemple concret. Je sais que bah, je prends le cas de ma copine, du coup, de Victoria. Euh, Si je lui dis d'aller faire 1 heure d'endurance, elle me dit non, je vais me faire chier, c'est pas possible. Et tu vois, elle va plutôt être du genre à aller se foutre 10 minutes sur un assaut bike et à se faire du 30-30 parce que ça va la stimuler plus. Est-ce que ce travail-là est quand même intéressant ou est-ce que pour toi ça a quand même moins d'intérêt que le travail d'endurance fondamentale? La réponse, c'est oui, encore une fois, parce Ok, que les deux sont importants. d'accord. Et il faut se dire que, en plus de tous les bienfaits qu'on a mis en avant côté force ou côté développement général, le travail d'endurance fondamentale, c'est aussi ce qui va te permettre de mieux t'exprimer et de t'exprimer plus souvent à haute intensité. C'est pas pour rien que les cyclistes professionnels, ils vont faire 20 à 30 heures de vélo par semaine, et que la grande majorité de ces heures-là, elles sont passées à des intensités qui sont relativement très, très basses. Alors, elles sont hautes par rapport à nous parce qu'on est le commun des mortels et eux, c'est des extraterrestres. Mais c'est un peu comme tu prends 50% de la barre du recordman du monde, ben, ça reste une barre qui est très très lourde. Pour lui, c'est 50%, mais ça reste beaucoup, beaucoup de poids. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut y penser. Mais donc ce travail de basse intensité te permet ensuite de mieux faire ton travail de haute intensité. Donc je pense que des séances à plus haute intensité peuvent être très très intéressantes, encore une fois dans une optique de développement général, surtout si tu manques de conditions physiques pour le mettre entre guillemets et Ok, parler simplement. Pour quelqu'un qui manque de ça et qui a de la peine à tolérer ses entraînements sur le cours de l'année, compétition, etc., eh ben pourquoi pas faire un petit peu de ce travail de temps en temps, dans l'intersaison, dans la pré-saison, pour se préparer, pour préparer son corps aux demandes qui vont être imposées euh, sur ce dernier durant la saison compétitive. Donc je pense que c'est complémentaire. Je dirais qu'il faut quand même garder la majorité des séances à basse intensité, la majorité du temps ou du volume total de ce genre de travail à basse intensité. Mais une fois que ce travail il est bien fait, et je dirais avant de rajouter des séances d'intensité chaque semaine, même si c'est pendant une intersaison par exemple, ou une pré-saison, je ferai en sorte de déjà accumuler 3 à 4 heures de travail de qualité et de basse intensité pendant plusieurs semaines. Après, si tu fais pas ces volumes-là, mais que tu fais 1 à 2 heures par semaine de basse intensité de manière fréquente ou de manière continue, euh, peut-être de faire une séance de haute intensité toutes les 2 ou 3 semaines, ça peut être intéressant pour déjà stimuler un peu, changer un petit peu de registre, mais aussi aller chercher des adaptations qui sont intéressantes, qui sont différentes et complémentaires à toutes celles dont on a parlé, et qui au final, encore une fois, au niveau cardiovasculaire, et au niveau métabolique vont être complémentaires, peu importe l'activité sportive que tu vas pratiquer dans un second temps. Donc voilà, l'intensité a sa place, c'est une part importante de l'entraînement, bien sûr, mais dans un contexte de développement général, je dirais 1 fois par semaine, les moyens via un volume de basse intensité conséquent, ou alors une de temps en temps, si on n'a pas l'opportunité de faire autant de travail que ça. ok, Sean. Bah écoute, ça répond parfaitement à ma question.
Et on a fait le tour là pour ce podcast. Super. Du coup, j'inviterai tous les auditeurs à aller te suivre. Et est-ce que tu peux nous dire, à part Instagram, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que tu as un excellent podcast aussi. Merci. Alors, j'ai deux plateformes principales ou deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Comme tu l'as dit, c'est Instagram, upside_strength. Et sur YouTube, la chaîne YouTube Upside Strength. Et finalement, j'ai mon académie aussi, Upside Strength Academy avec un y.com, où j'ai mes programmes d'entraînement, différentes formations, donc accès athlète et ou coach selon ton niveau d'intérêt dans ces différents sujets. Et le podcast Upside Strength que tu retrouves en vidéo sur la chaîne YouTube, sur Spotify, Apple Podcast et les autres plateformes de podcast également. Ok, super. Donc, j'inviterai tous les auditeurs à aller suivre Sean. Je mettrai toutes ces infos en description du podcast. Et puis, déjà, je te remercie, Sean, d'avoir été avec nous. Merci à Et toi. je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Merci Flo.